Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici, mais je dois commencer avec quelques observations pour vous dire, j'espère, je risque d'être un petit peu hors sujet vu d'où je viens et le sujet qui est le mien. Et tout d'abord, peut-être, je vais dire un petit mot autour du titre que j'ai donné à mon intervention, le visage calculable. C'était en effet à quelqu'un qui vient d'être évoqué 2-3 fois, Simmel, en hommage à lui, parce que dans son très beau texte sur la vie de l'esprit, et les grandes villes, il observe tout de suite qu'à cause des effets du numérique, le texte date de 1903, il parle déjà de ça, pas de technique, de numérique, et il observe que l'esprit contemporain est devenu calculateur. Et moi, mon hypothèse, c'est peut-être qu'il est devenu calculable, avec à la fois l'informatique et le numérique. Ce que je vais essayer de présenter assez rapidement dans une trentaine de minutes, parce que je sais que le temps passe, puis il y a des gens qui doivent partir, c'est deux volets de quelques réflexions autour de cette dimension de visage, mais pris littéralement au sens métaphorique, pas du tout dans le sens assez complexe, que ce soit dans la philosophie de Lévinas ou parfois en anthropologie et ethnologie. Et cela sur deux volets, parce qu'il me semble assez peut-être pertinent comme complément aux discussions et les intérêts qui sont les vôtres. Le premier, et qui m'intéresse le plus, c'est surtout le visage de la machine, non pas le visage de l'humain, ou surtout la manière dont l'humain se fait visage à travers à la fois l'informatique ou la culture numérique, mais je vais essayer d'y revenir à la fin de mon intervention. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est surtout la manière dont la machine, et il faut dire quelques mots au sujet du fait qu'on n'a pas un vocabulaire aujourd'hui approprié pour désigner ces objets qu'on désigne ou indique toujours par le mot machine, qu'elle soit la machine informatique ou le réseau ou tout l'imaginaire qui est derrière, si vous voulez. Et pour ce faire, je vais prendre quelques exemples et j'espère que vous serez encore un peu tolérants avec moi parce que mes références sont plutôt, non pas de grands textes, mais plutôt des textes de la science-fiction. Parce qu'il me semble qu'ils nourrissent l'imaginaire un petit peu assez remarquable aujourd'hui. Mais une remarque sur la science-fiction. En France, je sais que Philippe Cadic est paradigmatique de la science-fiction américaine d'une certaine époque, ce qui est absolument honorable, mais à mon avis, dans tous ces textes, quand on lit de près ce qu'il raconte, à quelques exceptions près, mais presque pas, il y a toujours une intervention de l'inconscient, du conscient, d'une certaine forme de voyance qui va venir équilibrer un petit peu le rapport avec le système technicien, pour reprendre l'expression d'Ellul, ou bien avec la machine. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de la même génération, mais les auteurs de science-fiction durs, si j'ose dire, qui ont essayé d'imaginer un petit peu des interfaces de la machine. Pour ce faire, j'aimerais évoquer quand même un texte qui vient d'être traduit en français pour la première fois, qui date du 19e siècle, qui est de Samuel Butler, Darwin Among the Machines, Darwin et les machines, un remarquable texte de 5 pages qui est disponible en anglais gratuitement en ligne, où Butler essaie de se moquer un petit peu dans un dialogue assez intéressant avec Darwin contre la théorie de l'évolution. Ça, c'est un débat qui ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont il va représenter la greffe des machines sur le corps des humains. Et pour essayer de donner une illustration de son argumentation, il va parler de la manière dont la gestion du temps a été modifiée par l'invention des horloges. Alors il commence à parler de ces grandes machines, l'horlogerie, puis après il insiste sur le fait de la miniaturisation de la gestion du temps, qui après devient des modes qui sont greffés sur le corps des humains, et ce sont ces effets de la miniaturisation qui deviennent des éléments extrêmement puissants dans la mutation et la modification à la fois de la société, de la gestion du travail, de l'invention du privé, toute une série d'éléments. Et pourquoi je l'évoque? Parce qu'il a joué un rôle très très important dans la science-fiction américaine. Si vous êtes lecteur ou si jamais vous avez vu le film Dune de Frank Herbert, qui date de 1962, il y a quelque chose qui s'appelle le Butlerian Jihad, le djihad butlérien. Et c'est exactement le djihad butlérien, on renvoie à ce texte de Butler, et Butler à la fin pour évoquer le conflit qui va se mettre en place entre ces machines qui vont se nourrir de nos données. Il parle déjà de tous ces éléments qui sont aujourd'hui assez actuels. Il dit qu'il faut déclarer un djihad, c'est le mot qu'il va utiliser en anglais, contre l'ordre des machines avant qu'il ne soit trop tard. Alors cette vision est très intéressante parce qu'elle va nourrir à la fois la réception des gens et des auteurs comme Philippe Cadic, elle va être presque exclusivement adaptée et adoptée par Hollywood. On va avoir un modèle qui est ou bien celui de Golem, où la machine qui sera créée
avec un certain degré d'intelligence, elle va accéder à un certain degré d'autonomie, et elle va avoir deux choix. Elle va regarder les mortels, elle va dire ils ne sont pas parfaits, on va essayer de les améliorer, puis après elle va dire que ce n'est pas possible, il faut les éliminer. J'exagère effectivement, mais c'est le scénario qui vend le plus de films, et il y a cette dominance qui est tout à fait intéressante. Pourquoi j'évoque ça? Parce que quand même, un des pères de l'informatique moderne, Norbert Wiener, a fait un très grand livre en 1952 qui s'intitule God, Golem, Inc., qui a obtenu le prix de l'Académie des sciences, où il essaie de dire que c'est le modèle qu'il faut éviter à tout prix. Parce qu'on est en train de faire de l'anthropologie anthropomorphique qui n'a absolument rien à voir et qui part d'une méconnaissance totale de ce que c'est qu'une machine et de ce que c'est qu'une machine qui travaille avec de l'information. Il me semble que cette dimension est tout à fait intéressante parce qu'elle va nourrir en partie la manière dont on va représenter l'accès de la machine à une certaine forme, on va dire, humaine. Alors moi j'ai fait un petit peu dans les films, je vais prendre deux films emblématiques, en tout cas dans le cinéma américain, effectivement. Le premier, je crois, c'est pour les médecins qui doivent connaître mieux que moi, c'est The Fantastic Voyage, qui est souvent évoqué. Vous vous rappelez peut-être de l'équipe médicale. Je vous rappelle seulement le nom de Raquel Welch, qui était infirmière avec les trois autres acteurs qui vont dans l'ambulance, qui vont pénétrer dans le corps du malade pour le sauver. Vous allez avoir... Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les représentations de l'intériorité et comment on va essayer après de les appliquer à la machine informatique et numérique. Alors, c'était un film assez remarquable de son époque. Son volet numérique va arriver en 1982 avec un film, si vous êtes un peu geek ou nerd, vous connaissez par cœur, c'est Tron. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Tron. C'est un concepteur de jeux qui a sa boutique, c'est le jeu des début des années 80, hein, c'est assez intéressant, qui est un très grand codeur, puis un jour il va découvrir une astuce et il va pénétrer dans la machine, où il n'y a que des avatars du MCP, Master Control Program, et lui, il n'est pas un avatar, il est plutôt le joueur. Et puis on va avoir une représentation avec les lumières des bleus et du rouge, les bons et les mauvais, tout est fait manichéen, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on a déjà une constitution d'une intériorité de la machine qui n'est pas exclusivement juste des circuits, qui n'est pas exclusivement juste de là, mais qui va être habitée comme une ville, avec ses zones, avec ses quartiers, avec ses spécificités, avec ses quartiers tout à fait intéressants, plus dangereux que d'autres, et ainsi de suite. Et de là, on va voir toute une évolution. Après, on va voir les tunnels qui sont devenus, avec le développement d'une certaine représentation acoustique. Chaque fois qu'on va pénétrer dans le cyberespace, on va avoir... Vous connaissez ça par cœur. Moi, c'est exactement, ce sont ces modèles que je trouve tout à fait intéressants parce que quand on les regarde du point de vue du numérique aujourd'hui, comme on dit, on va retrouver une modification tout à fait intéressante. La première, là, on va prendre un autre film quand même paradigmatique, Space Odyssey, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, je vais retenir deux choses, c'est la voix et le corps qui est donné à la machine. Alors, tout d'abord, d'habitude, la machine écrit. Ça, elle sait faire depuis presque toujours. C'est assez intéressant parce qu'on oublie cette première étape. Vous parlez, elle va vous répondre avec une ligne, avec la réponse, ainsi de suite. Puis après, elle va accéder à la voix. Et souvent, on voit avec ce qui nous donne l'idée d'un œil qui nous regarde, qui est d'habitude rouge ou vert, ça dépend des représentations. Puis c'est surtout un corps qui est pas du tout, qui est stable, qui est énorme, qui n'a pas aucune mobilité. Et au fur et à mesure, on va voir que cette représentation va disparaître. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est que la machine, elle est partout, mais elle n'a plus de corps. C'est ça ce qui est intéressant. Il y a une seule exception, là je vais essayer de vous donner une idée pourquoi, qui est celle de Big Blue. Si vous regardez sur YouTube, vous tapez Big Blue, championnat d'échecs, vous allez trouver un film de 40 minutes qui est tout à fait remarquable de ce point de vue. On va vous raconter le match, et ainsi de suite. Puis finalement, il y a le patron d'IBM qui va amener les journalistes, il leur dit avec la clé dans la main, est-ce que vous voulez voir Big Blue? Ils disent absolument vu. Alors il passe dans des salles et des salles, il ouvre la porte et vous voyez une grande machine qui est branchée un peu partout. Alors c'est tout à fait intéressant parce que là on voit la machine qui est cachée, qui est derrière, qui va communiquer par un biais tout à fait invisible et qui va maîtriser un jeu qui est celui de stratégie. C'est ça ce qui va m'amener peut-être à quelques réflexions, les lieux qui existent, à mon avis, entre des notions, des conceptions de matérialisme, qui est celui du numérique, avec la notion du jeu.
Et là, on a, je crois, 4 jeux qui se déclinent. Le premier, vous connaissez probablement mieux que moi, c'est celui qui a été évoqué quand même par Benjamin dans la première thèse sur l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, dans la première thèse de l'histoire, il va nous décrire un champion d'échecs qui est déguisé en oriental, et derrière lui, il y a un petit nain qui gère comme une marionnette, mais qui se cache. Puis à la fin, Benjamin nous dit, voilà, c'est le matérialisme historique. C'est tout à fait intéressant parce que tout d'abord, c'est un jeu de stratégie dont il y a une nécessité de voiler l'identité du maître joueur. On va donner un côté à la fois orientaliste, on va dire, puis après on peut renvoyer à toute une série d'aspects de Vienne avec toute une certaine élément culturel, peu importe. Et pourtant, quand on regarde dans l'informatique moderne, contemporaine, si j'ose dire, a commencé avec un autre jeu. Vous avez vu le film qui porte le titre, le jeu de l'imitation, n'est-ce pas, de Turing. Mais quand on regarde le jeu de Turing, ce qui est intéressant, c'est un jeu fondamentalement et foncièrement social et qui n'est pas du tout de l'ordre de la stratégie. Vous vous rappelez très bien le jeu de Turing, il dit je vais prendre 3 interlocuteurs, A, B, C. A est un homme, B une femme, C c'est une machine. On va les séparer, on va imaginer un moyen de communication entre eux, et dans les échanges entre les uns et les autres, si C répond comme un humain, il va accéder non pas à l'intelligence, mais à la pensée. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce jeu qui est constitutif de la première culture informatique. Le titre de texte de l'article de Turing, en anglais c'est Computing Machinery and Intelligence. Vous allez lire le texte, le mot intelligence ne paraît pas une seule fois dans le texte. Ce qui l'intéresse, c'est complètement autre chose. Il va construire ce qu'il appelle thinking machines, pas du tout intelligent machines. Et les deux, exactement, ce n'est pas les mêmes choses. D'où il y a eu une très grande entreprise informatique de l'époque qui s'appelle Thinking Machines, qui était à Cambridge, qui était en hommage à cette. Alors, quand on regarde chez Turing, on voit tout de suite qu'il va concevoir la machine comme, tout d'abord, pas singulière, mais plurielle. Et ce qu'elle va apprendre, c'est apprendre pour accéder à quelque chose qui métaphoriquement l'ordre de visage, c'est communiquer son apprentissage à d'autres machines. Non pas ce qu'elle a appris, mais comment elle a appris. Du coup, il faut créer déjà, 1950, c'est le premier article, un réseau de machines qui apprennent et qui communiquent le modèle de l'apprentissage. Et de là, on a quand même tout ce qu'aujourd'hui on appelle machine learning, etc. Ça va revenir vers des modèles qui étaient articulés et qui vont associer l'image, en tout cas la représentation populaire de la machine, tout d'abord à l'enfance, parce que la machine pensante est comparée à l'enfant qui va apprendre dans un milieu social, il va évoluer pour accéder à l'âge de l'adulte et de la maîtrise de ses connaissances et de ses savoirs. Et de là, on va trouver toute une autre lignée de représentation des machines dans les science-fiction. Je vais citer 2 romans peut-être représentatifs, un qui est de 1966 de Roger Zelazny, qui s'intitule Lord of Light, qui a été traduit en français, Le Seigneur de la Lumière. C'est un roman tout à fait remarquable. Il est aussi important pour ce qui peut nous intéresser, puisqu'il y aura une intervention sur les selfies. C'est le roman qui a introduit le mot avatar dans l'informatique. Alors, avatar, évidemment, vient du sanskrit, et il désigne l'incarnation dans une forme humaine d'une divinité, du panthéon, évidemment, védique. Et si vous lisez le roman de Zelazny, vous ne connaissez pas que vous êtes en train de lire un roman de science-fiction, les 2 premiers chapitres, vous êtes convaincu, vous êtes en train de lire quelqu'un comme Charles Malabot qui vous décrit, si j'ose dire, le monde védique. Puis après, vous allez découvrir qu'il s'agit des avatars, on est dans un monde de science-fiction, et ainsi de suite. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que là, la machine a déjà une forme de l'icône, dans le sens théologique du terme, humain. Et on va avoir toute une généalogie de représentation de la machine dans l'informatique qui va s'inspirer de ces textes. Elle va nourrir à la fois les séries télévisées, toute une série, puis d'autres films. Un autre volet qui est également intéressant et qui, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, c'est surtout avec l'accès à la voix. Et là, je crois, on a un exemple que vous connaissez tous par cœur, c'est la géolocalisation avec votre GPS. C'est tout à fait intéressant de regarder la construction. À la fois, vous pouvez choisir des voix féminines, des choix masculines, vous pouvez choisir parfois des accents si vous êtes dans certaines régions, et ainsi de suite, ce qu'on appelle un petit peu la personnalisation. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est une voix qui vous raconte quelque chose. Vous êtes en train à la fois d'écouter et de regarder votre représentation comme on vous regarde dans le système numérique.
C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire, quand on regarde un petit peu votre représentation par votre avatar, que ce soit la voiture ou votre smartphone, il va y avoir ce déplacement et qui va se mettre en place. Si je raconte toutes ces histoires, c'est pour essayer de venir à mon point essentiel, c'est-à-dire le visage calculable aujourd'hui, il a, à mon avis, deux versions qui se présentent. La première, c'est précisément dans la manière dont on construit un portrait d'un utilisateur, on peut être plus aussi d'une identité numérique avec quelques éléments qui sont présents sur le réseau. Dans ce cas-là, je dirais qu'on a vécu une mutation tout à fait importante qui date depuis 3 ou 4 ans, mais en tout cas depuis 2 ans, elle s'est affirmée de manière tout à fait claire. On était pendant assez longtemps avec une notion de l'identité numérique qui était relativement simple et assez gérable. Et depuis l'avènement de ce qu'on appelait la sociabilité numérique, on est passé vers un autre modèle qui est celui de la gestion de l'exploitation à la fois des données personnelles associées à la traçabilité numérique. Je crois que ce qui est important précisément, qui va à mon sens à la fois autoriser et expliquer l'importance de ce passage, ce sont à la fois la juxtaposition des deux et la manière dont ces deux construisent à la fois un visage et un portrait de l'identité numérique. Il ne s'agit pas de l'identité de la personne, mais plutôt de l'identité numérique qui est en question. Alors effectivement, curieusement, c'est une question, puisque ça a été évoqué, la question du portrait à la Renaissance. Moi, je viens d'un autre domaine qui est celui de l'histoire des religions. J'avais travaillé sur les pères de l'Église, etc. Je me suis rappelé un débat tout à fait intéressant entre Antoine Arnauld et Philippe de Champaigne, au moment où Philippe de Champaigne avait fait son portrait de Saint-Augustin, qui est maintenant en Californie, au musée de Los Angeles. Et ce que Arnauld va dire, il va écrire une très très belle lettre à Philippe de Champaigne, disant, mais écoutez, comment vous avez pu fabriquer un portrait du docteur de la Grâce alors qu'on n'a aucune image de lui? Vous vous êtes basé sur quoi? Comment vous allez me dire que c'est authentique, que ça représente Saint-Augustin? La réponse qui vient, évidemment, il dit, j'ai lu les traces qui ont été laissées par Saint-Augustin, et d'après les effets de cette lecture et de ses interprétations, et surtout de la réception de ce qu'il a laissé, j'ai pu construire ce que je crois, un portrait qui est à la fois peut-être ressemblant, parce qu'il s'agit de la ressemblance, et authentique. Il me semble que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ce sont des constructions de portraits qui sont de cet ordre-là. Sauf qu'il ne s'agit pas du tout de la lecture de textes qu'on a signés, qu'on a critiqués, qu'on a corrigés, qu'on a relus les efforts, mais plutôt ce sont les traces qui sont produites en grande partie par des plateformes qui sont en partie intrusives et qui nous incitent, selon des injonctions de plus en plus importantes, à produire davantage de traces. Alors pourquoi c'est peut-être significatif pour la construction de visage? Pour 2 raisons, il me semble. La première, c'est qu'on est en train de muter, il nous reste... de muter d'un paradigme que j'avais appelé à l'époque celui de l'index. C'est-à-dire pendant très longtemps, dans la première époque, soi-disant héroïque du net et du réseau et du web, on a vécu avec le moteur de recherche comme le moyen d'accès principal à l'information. Alors on formulait une requête, on avait une réponse, et en gros, la réponse qui nous a été donnée, sauf si on cherchait une adresse ou le titre d'un livre ou la date de naissance d'un auteur ou d'une figure historique, il y avait un modèle d'adéquation qui dictait le choix qu'on lui donnait, avec quelques degrés de variabilité. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce domaine. On est dans une ère qui est celle de la recommandation. Et la recommandation n'a rien à voir avec la culture de l'index. Alors la recommandation telle qu'elle est construite aujourd'hui prend tout d'abord en considération quand vous formulez n'importe quelle question, sauf si vous cherchez où vous allez pouvoir commander quelque chose à manger ce soir et ainsi de suite. Elle va prendre votre identité numérique dans sa traçabilité et surtout votre réseau de liens et de contacts afin de vous donner une réponse. Et on voit une mutation, une modification par le biais de la recommandation du contexte de la pertinence. Alors effectivement, si on lit les textes, non pas les textes de marketing, mais les textes des codeurs, des informaticiens qui sont en train de produire ces algorithmes qui se nourrissent de nos traces, ils vont nous dire que c'est la dimension humaine, faciale si j'ose dire, avec la face des gens qui alimente et nourrit et surtout qui guide la manière dont ils vont sélectionner la construction de cette forme de pertinence par le biais de la recommandation.
ce qui est peut-être vrai, mais ça crée énormément de difficultés avec certains aspects extrêmement positifs. Alors les aspects positifs, je vais les énumérer très très vite parce qu'ils touchent aussi à la dimension de la diversité culturelle, si j'ose dire. La première, effectivement, on a vécu la première période en disant il y a eu disparition des frontières. On était tous dans le soi-disant village global, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on trouve avec le moteur de la recommandation, c'est le retour avec force du local, qu'il soit territorial. Si vous arrivez en France, moi je vis aux États-Unis, je fais la navette, je me bats avec Google pendant 2 jours pour le convaincre que je ne veux pas les résultats exclusivement en français, ou bien en fonction de la langue qu'il décide qui est la mienne. Alors on voit tout de suite qu'il y a une impérative qui s'est imposée par le retour du territorial, qui est la traçabilité géographique. Dans ce que j'appelle, il y a une construction du visage de la pertinence par le biais du voisinage généralisé. Il a le voisinage géographique, puis après il a le voisinage sémantique, c'est le plus évident. Vous achetez un livre, on va vous recommander pendant 1 mois toute une série de livres qui correspondent à ce titre, alors que ça ne vous intéresse pas, c'est un cadeau pour votre belle-mère ou peu importe, et ainsi de suite. Mais surtout, il y a ce voisinage relationnel qui est déterminant. Je crois que là, c'est peut-être le plus intéressant. Alors curieusement, aujourd'hui, l'ordre de l'image ne joue pas encore dans ce domaine. Sauf tout récemment, il y a les nouvelles technologies, les nouvelles, surtout de M. Wolfram, je ne sais pas si vous êtes familier avec lui, c'est l'inventeur de Mathematica, et qui a une nouvelle technologie qui vraiment peut déchiffrer les images. Hein. Ce n'est pas juste avec des mots-clés ou du tagging, des qualifications, mais qui intervient sur la nature de l'image. Et elle est appliquée aussi aux portraits qui sont présents sur les réseaux sociaux pour en tirer des modèles de recommandation. Et je crois qu'on voit une intensification, si j'ose dire, de cette notion de la calculabilité qui s'applique au fur et à mesure à la dimension du visage. Dans une première époque, moi j'avais essayé d'étudier un petit peu la manière dont on a construit avec la représentation de soi, si j'ose dire, et de l'autre, effectivement, autour de la notion de l'amitié. Je vais revenir sur cette notion parce qu'elle me semble toucher à certains des éléments qui étaient évoqués à la fois la matinée et un peu cet après-midi. Quand on lit les textes classiques, on ne va pas entrer dans le truc, mais surtout le texte qui m'intéresse, c'est celui de Cicéron sur l'amitié. Il dit quelque chose de tout à fait simple, mais qui est très très intéressant, c'est que l'amitié essaie de partager et de donner à voir quelque chose qui n'appartient pas à l'ordre du visible. Et du coup, on a toute une série de stratégies discursives pour faire montrer l'intériorité qu'on va partager avec l'ami intime, alors que c'est quelque chose, quand on ouvre le cœur, il dit apertum pectus, hein, c'est très, très fort en latin, on voit autre chose. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut partager. Et d'où cette déclinaison qui explique un petit peu les déclinaisons de la représentation de soi et des visages humains en ligne, je dirais. La première, c'est celle effectivement de l'icône. Non pas seulement dans le sens simple qui est pris, mais l'icône qui va incarner quelqu'un. La seconde, qui est peut-être plus intéressante, c'est le portrait, qui a été évoqué, qui devient plus complexe. Et le troisième, qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle va amener à quelque chose de relativement plus récent, c'est l'emblème. C'est-à-dire l'image n'est jamais seule, même dans les selfies, quand on regarde de près, elle est toujours accompagnée, ou bien dans un contexte textuel, qui va créer une autre dynamique pour essayer de modifier les représentations de l'image. Et finalement, maintenant, si on suit un petit peu les débats, ce sont les émojis qui sont peut-être les plus intéressants. À la fois à cause de leur déclinaison culturelle, si vous êtes sur l'iPhone, vous avez sans doute suivi les polémiques sur le surdéterminisme occidental des émojis qui étaient déployés. Puis maintenant, il y a des petites modifications si vous avez téléchargé la dernière version du système. Et on voit tout de suite. Alors, ce qui est intéressant avec les émojis, c'est qu'ils ont une longue histoire. Ils ont commencé en ASCII. C'était dans une forme qui était très très simple de représentation. Ils ont passé au statut de l'image avec un visage. Et c'est ça ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'était... Pardon ? Vous avez fait émoji. Oui. Les émoticônes, oui. Oui. Ce qui est intéressant, c'était des ASCII, c'était juste des symboles, qui après ont accédé au statut de portrait pour représenter des états particuliers ou des expressions. Et on voit maintenant que les échanges sociaux sont le plus souvent dans les mails. Si vous avez des gens avec qui vous communiquez, votre message va être
être percé avec 2 emojis parce que ça plaît pas, ou ça passe pas très bien, et ainsi de suite. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément la manière dont la représentation de l'humain passe précisément des états émotionnels, passionnels, et ainsi de suite, à la fois se codifie et passe de plus en plus dans le cours. Alors, pour essayer de conclure vers peut-être ce qui est plus intéressant, alors ici, on n'a pas parlé toujours d'une certaine forme de l'intervention de l'humain. Aujourd'hui, on accède aussi avec des objets, des sujets, si j'ose dire, qui sont générés d'une manière automatique par le système. Et ça devient beaucoup plus intéressant pour plusieurs raisons, pour des questions du visage. Et là, je crois qu'il me reste... voilà. 5-7 minutes, puis je m'arrête. La question qui m'intéresse autour de toutes ces questions, d'où le billet peut-être un peu indirect, c'est la question de l'autonomie. De l'autonomie, non pas juste de l'humain, mais de l'autonomie de ce qui est cet être culturel qui est la machine informatique. Alors par autonomie, effectivement, on peut toujours aller vers l'étymologie autonomos, celui qui se donne ses propres lois. Curieusement, quand on fait l'exercice d'aller regarder un petit peu dans les dictionnaires, comme dans l'encyclopédie de Diraud d'Alembert, on trouve des choses beaucoup plus fascinantes. On vous donne l'étymologie, après on vous dit, pour illustrer l'autonomie, la phrase suivante qui revient à plusieurs reprises, Rome, comme empire souverain, a fait le choix de permettre à certaines cités grecques de vivre selon leur ancienne loi. On comprend tout de suite que c'était des gens assez intéressants et très très intelligents, que l'autonomie ne s'affirme que par des formes de délégation. Et moi, ce qui m'intéresse dans la question de la construction de visages avec les machines, c'est quelles sortes de délégations, de modalités de délégation sont en train de se mettre en place entre les choses qui émanent du système lui-même avec le rapport avec l'interface avec l'humain. Et là, on a plusieurs éléments qui se mettent en place. Et on apprend des modèles anciens. Quand on regarde, par exemple, le texte dans l'encyclopédie, il nous donne 2 exemples, à part celui de Rome, les juges et les militaires. Et ils nous disent, s'il y a des états, situations d'urgence, on va donner une certaine autonomie de décision aux militaires, mais avec une limite temporelle, parce qu'autrement, on risque de tomber dans des situations très, très graves. Et la question, comment gérer après le retour à ce qui est l'état naturel de la loi, et c'est pareil avec les juges. Il me semble que certains des débats autour de l'intelligence de la machine, de sa régulation, toutes les utopies que Jean-Michel connaît très bien vis-à-vis de cela, c'est précisément comment concevoir, avec cette dimension de l'humanisation de la machine, que ce soit par sa capacité de penser, de paraître sous des formes plus ou moins humaines ou d'autres, comment gérer ces modalités de délégation. Faut-il passer par des régulations, ce qui semble aujourd'hui ce qui se met en place, ou bien imaginer des choses qui appartiennent à l'ordre du numérique lui-même, qui permettent de gérer de l'intérieur à la fois la production du transfert et de la gestion. Il y a énormément de travaux sur ces aspects-là. Et puisque la monnaie a été évoquée, Bitcoin, c'est ça ce qui est intéressant dans Bitcoin. Ce n'est pas la dimension de l'échange monétaire, mais c'est quelque chose qui produit sa légitimité par le partage de la puissance de calcul qui est partagée au fur et à mesure. Je crois là, on a un modèle de partage qui devient beaucoup plus intéressant et qui permet un retour de gestion sur la machine informatique lui-même, au lieu de passer par une couche régulatrice qui risque, comme on le sait très bien, d'être toujours en retard vis-à-vis l'actualité, le potentiel d'efficacité de la machine. Et pour vraiment essayer de conclure, je vais terminer avec une petite citation de Simmel, mais avant, il me semble que cette dimension du calcul est importante parce que si on suit la courbe de l'évolution de l'informatique, je n'ai pas eu le temps d'entrer dans tout ça, on a commencé par un calcul qui était sur des instructions, ces instructions se sont complexifiées, mais aujourd'hui on est dans un état de complexité de calcul qui est de l'ordre social. Je crois que c'est là ce qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire on fait du calcul sur des données qui sont des données sociales. Les données seules n'ont pas de sens, sauf les algorithmes qui sont de plus en plus intéressants, parce que ces algorithmes vont se nourrir avec cette dimension. Il y a une très belle phrase de Wittgenstein dans de la certitude qui s'applique vraiment à ce qu'on est en train de vivre, où il dit, on a, après des pages et des pages, revenir sur ce que c'est que calculer, puis à la fin, sa conclusion,
qui est effectivement très pragmatique d'un certain point de vue, on a appris ce qu'est calculer en calculant. Et je crois que c'est précisément où on se trouve aujourd'hui vis-à-vis cette production, si j'ose dire, de visage calculable, qui n'est pas seulement du visage de l'humain, mais de plus en plus du visage, soi-disant, de la machine. Et le problème qu'on a, et je vais m'arrêter là, on peut faire toute une liste de ces gens, on a un problème de vocabulaire. C'est-à-dire, on a commencé avec des faux amis, page, homepage, ainsi de suite, qui ont donné lieu à des confusions, des malentendus et des idées reçues, et c'est pareil avec la machine. On a tendance à imaginer la machine à cause du mot et son héritage historique comme quelque chose qui peut être ailleurs résidé, alors que c'est complètement autre chose, et on est presque en quête de mots qui sont plus appropriés afin de nous permettre de gérer cette relation. Je vous remercie.